Ok tout le monde, bienvenue sur Skydo TV. Aujourd'hui on se retrouve avec Nakash qui va nous parler entrepreneuriat, succès. Bienvenue à toi Nakash Boran. Vraiment ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci mon frère, merci en tout cas de m'avoir accueilli, aussi à toute l'équipe. C'est un plaisir d'être là. Déjà dans un premier temps, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur toi, mais pas en se basant sur tout ce qu'on peut trouver sur internet. Donc qui est Nakash, mais sans parler digital, sans parler à Bari Media, ni Some Days. Ok, bah écoute, déjà Nakash Boran c'est un mari. J'ai une femme qui s'appelle Imen. J'ai 3 filles, voilà, donc c'est un père de famille aussi. Donc j'ai 3 filles, je suis entouré que de femmes. Pour te dire, même mon chat c'est une femelle. Voilà. Je suis d'origine comorienne. Donc je suis né aux Comores. J'ai grandi un petit peu aux Comores. Je suis né à Anjouan pour être exact. Après j'ai grandi un petit peu à la Grande Comore. Et en fait avec mes parents on est parti après donc en région parisienne où j'ai grandi. Pendant une bonne partie de mon enfance, adolescence et jusqu'à, on va dire, à La Réunion. Je suis arrivé ici vraiment il y a 10 ans, puisque je suis arrivé à l'âge de 30 ans. Donc je suis arrivé à l'âge de 30 ans et donc c'était il y a 10 ans que je suis arrivé à La Réunion maintenant. Et ouais, donc mari, père de famille, comorien, musulman, pour moi c'est quelque chose de très important. C'est quoi que tu kiffes c'est quoi que tu kiffes faire en dehors de... Dès que tu tapes pas, tu t'amuses en faisant quoi? En dehors du taf? Ouais. Écoute, moi en fait avant, j'aimais beaucoup, je vais t'expliquer pourquoi avant, mais j'aimais beaucoup le basket. Le basketball, ça avait une place très très importante dans ma vie. C'est d'ailleurs, on va dire, c'est le sport d'ailleurs qui a fait que je suis devenu entrepreneur, mais on en parlera sûrement. Mais sinon, moi en fait, franchement, ce que j'aime faire en dehors du taf, passer du temps avec ma famille, parce qu'en fait, je ne vais pas te le cacher, avec ce métier-là, des fois c'est très compliqué d'avoir en fait un équilibre vie professionnelle, vie perso. Donc c'est passer du temps avec eux, en tout cas le plus possible que je puisse faire. Après franchement c'est des trucs entre guillemets, je ne vais pas dire classiques, mais franchement moi je kiffe les bons restos. Bien manger en famille, sortir. Voilà, manger un bon resto, un bon mafé, un bon mataba. Ça c'est pour les Comoriens. Ouais. Voilà, non, des beaux restos, aller voir un bon film, etc. Voilà, faire une petite sortie en famille ou avec des amis, aller voir mes amis aussi, tu vois, passer du temps avec des potes. Voilà, essayer de penser à autre chose. Et du coup, c'est à quel moment de ton parcours, parce que du coup, pour ceux qui le savent ou ceux qui le savent pas, tu as une agence. Aujourd'hui, en tout cas moi, parce que toi tu le diras pas parce que tu es quelqu'un plein d'humilité, mais tu es un entrepreneur à succès à mesure en tout cas. Tu as déjà créé pas mal de choses, tu es très connu pour des événements que tu as créés et tout. Qu'est-ce qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat? Ben, comme je te le disais, en fait, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est né d'une frustration. C'est né d'une frustration parce qu'en fait, moi, quand j'étais gamin, ma vie, c'était le basket. C'était le basketball. Okay. En fait, si tu veux, moi, les gars que j'admirais, c'était Michael Jordan, Allen Iverson. Kobe. Kobe, un peu moins. Alors, franchement, tu sais quoi, effectivement, tu vois, je vais pas te le cacher, Kobe. Shaq. Même pas, non, franchement, moi, à l'époque, c'était Allen Iverson. Moi, le gars vraiment à l'ancienne, hein. Ouais, non, mais frère, je suis plus âgé que toi, moi, t'étais mon petit. C'est ça, grand frère, franchement. Et non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, moi, ma génération, vraiment, celui qui me faisait lever à des 4 h du matin pour voir des finales NBA, etc. Avant, c'était Jordan, mais après, c'était Allen Iverson. Tu vois, c'est vraiment à cette époque-là. Tu vois, début des années 2000, on va dire. Ouais, je vois. Et en fait, si tu veux, pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, ma vie, c'était le basket dans le sens où, tu as vu, moi j'ai grandi en région parisienne. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse 35 degrés, je joue au basket. Tous les jours. Et j'ai joué en club, etc. Et en fait, si tu veux, à l'âge de 15-16 ans, en fait, il y avait un agent qui me suivait, etc. Et qui, en fait, est venu voir mes parents parce que, en fait, il pouvait m'intégrer en fait, dans 2 centres de formation. Il y avait le PSG Basket et Golbet Épinal. Ouais, parce que tu as dit région parisienne, c'est ça? Ouais, en région parisienne. Ok. Et en fait, si tu veux, voilà, il m'avait trouvé 2 centres de formation, un donc qui était le PSG, en fait, et l'autre c'était en fait dans la banlieue de Lyon. Pour pouvoir après intégrer en tout cas la filière professionnelle. En tout cas, tu partais sur une carrière pro basket en fait. Mais frère, moi je vais te dire un truc, moi, mais vraiment, mon objectif quand j'étais gamin, c'était de jouer à NBA. C'était mon objectif, c'était vraiment, c'était ce que je voulais moi. Et pas en mode juste fantasme, c'est-à-dire tu te donnais les moyens. C'est-à-dire que je me donnais les moyens. Après, je sais pas si j'allais y arriver, mais je voulais vraiment jouer à NBA, c'était vraiment mon truc. Et le truc, c'est que donc quand ce monsieur, je me rappelle encore de cette scène, hein, il vient chez mes parents,
il voit mon père, il voit ma mère, bon voilà, Monsieur Bourane, Nakash, voilà, et franchement, il joue très très bien, on a trouvé 2 clubs pour lui, machin, nan. Et voilà les 2 propositions. Ouais, parce que Paris, ça a de la gueule quand même. Et ben mon père, il a dit non, À chaud. il faut que mon fils fasse d'abord ses études. Ton daron, il est des Comores. Mon père, il est comorien, mes parents sont comoriens. Mmh. Et en fait, si tu veux, moi, je suis l'aîné d'une famille de 5 garçons. Tu D'accord. vois, je suis l'aîné d'une famille de 5 garçons. Et je vais pas te le cacher, au début, j'en ai beaucoup voulu. Parce qu'en fait, le truc, c'est que du coup, ça m'a empêché, entre guillemets, d'intégrer cette filière. Ouais, en tout cas, centre de formation. Et j'étais un petit peu, un peu après dégoûté. C'était ton rêve, quoi. Ouais, j'étais dégoûté. Un daron qui coupe le rêve sous le pied, c'est chaud. Un peu démotivé, on va dire, après par le basket, même si après j'ai continué à jouer. Mais le truc, c'est que, pourquoi après j'en suis venu à l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu sais, quand tu te rends compte que, au bout de quelques années, bon, le basket, c'est fini. Parce que tu sais que si tu rentres pas, c'est un peu comme dans le foot. Ouais, je crois même c'est encore plus que le foot. Enfin, faut vraiment y rentrer tôt, quoi. À l'âge de 16, 17 ans, tu sais déjà si la NBA va t'ouvrir les bras ou ça va être compliqué. Et même pas à la rigueur, même. Ouais, la NBA, mais là, c'était au moins même, tu vois, un parcours, en fait, au niveau même de la France, etc., tu vois, même dans des clubs français. Et en fait, quand j'ai compris que, vas-y, c'est mort. En fait, là, il fallait que je trouve, en fait, un objectif autant ambitieux que d'être en NBA. Et le truc, c'est qu'en fait, en parlant avec un de mes meilleurs potes d'enfance à l'époque au lycée, etc., il me parle un petit peu, effectivement, que son père a monté une boîte, machin, nanana. Et en fait, je commence à m'intéresser un petit peu à l'entrepreneuriat, à des entrepreneurs. Je commence à lire des livres, tu vois, etc. Et je me dis, tu sais quoi? Alors, je ne ferai jamais partie de la NBA, c'est sûr. Mais par contre, en fait, il y a une formule que j'aime bien souvent dire, c'est que, écoute, je ferai partie de la NBA des entrepreneurs. Et en fait, je me suis dit une chose, je me suis dit, écoute, quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses tout pour devenir en tout cas l'un des meilleurs entrepreneurs dans ton domaine, mais toujours avec comment dire, avec une chose, c'est sans, comment je peux dire ça, sans dénigrer personne, tu vois, sans marcher sur quelqu'un, avec l'humilité, ou en tout cas, t'as pas besoin en fait d'écraser les autres pour pouvoir y arriver. J'aime. Tu vois, comme on dit, c'est construire le plus haut building, mais sans détruire le building d'à côté. Tu vois, voilà, donc c'est comme ça que je suis en arrivé là en fait. Et du coup, mais c'est drôle, parce que ça part de la frustration d'un rêve, entre guillemets, qui s'écroule, et de dire, il y a quoi au-dessus? Et c'est quoi, c'est ton meilleur ami de l'époque, son père, il est entrepreneur, et c'est ça qui t'inspire? Ou c'est les livres que tu as lus plutôt à l'époque? Ouais, en fait, si tu veux, en fait, on se rencontre au lycée, et moi, en fait, à l'époque, tu sais, mon père, pour te dire, mon père, en fait, c'est un ancien diplomate des Comores, mais quand il est arrivé en France, bref, de par l'histoire des Comores, il a dû changer de métier. Après, il a été facteur pendant quelques temps. Après, il a travaillé plutôt en fait dans la fonction publique. Ma mère, elle a fait vraiment des petits boulots, tu sais, par exemple, tu sais, ménage dans les cantines, etc. J'avais pas d'exemple en fait d'entrepreneur dans ma famille, tu vois. Même, je veux dire, même des oncles ou même des cousins, il n'y avait pas ce mot entrepreneur. Tu sais, faut se dire une chose, c'est que l'école ne te forme pas à devenir entrepreneur. L'école te forme en fait à être un pion, entre guillemets, pour le système, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je le vois. Trouver un métier, faire un crédit, acheter une maison, enfin bref, etc. Ta vie, elle est écrite avant qu'elle commence. Quoi. Et en fait, le truc, c'est que... J'ai perdu ta question. Non, le truc, c'est que du coup, tu cherchais, je te demandais... Est-ce que c'est dans un livre? Est-ce que c'est ton meilleur ami qui t'inspire? Et tu me disais, c'est pas ton entourage immédiat qui t'a inspiré, parce que le daron, il n'était pas là-dedans, ta maman non plus. En fait, c'est quand j'ai compris ce que c'était qu'un entrepreneur et qu'est-ce que ça offrait comme possibilité. Comment tu le comprends, ça? Mais en fait, comment je le comprends, c'est vraiment quand mon pote, entre guillemets, il me parle un petit peu de ce que son père y fait, mais c'est surtout quand je commence à m'intéresser à des entrepreneurs en fait, de l'époque et à lire des livres. Et en fait, à me dire, mais en fait, tu sais, le basket, ça m'a appris la compétition. Aussi. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un game, en fait. Tu vois, pour moi, c'est comme un game, en fait. Tu vois, comme je te disais, c'est une compétition, mais c'est une compétition contre toi-même. Tu vois. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais voilà le truc qu'il me fallait. C'est un truc, en fait, où il faut... en fait, t'as pas besoin de dénigrer les autres, etc. Là, c'est vraiment le combat, il est contre toi-même. Tu vois, parce qu'en fait, tout se passe là-dedans. En tout cas, la majorité des choses se passent là-dedans. Et du coup, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est toi contre toi. C'est comment tu vas faire pour te surpasser. Tu vois. Et c'est ça qui me Tu te souviens d'un livre de l'époque qui t'aurait marqué et tout, qui t'aurait un peu poussé là-dedans? Ouais. Le tout premier livre que j'ai lu et qui m'a mis une claque, c'est un livre de Napoléon Hill qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ».
Ah, Think and Grow Rich. Yes. C'est un livre, je crois que c'est le tout premier livre, un des tout premiers livres en tout cas de développement personnel que j'ai lu. Et je ne me rappelle plus exactement de tous les chapitres, etc. Mais quand tu lis ce livre-là, c'est là encore une fois, tu vois, où tu te rends compte que, bah regarde, rien que le titre, que tu le dises en français ou en anglais, réfléchissez et devenez riche. Il n'a pas dit soyez issu d'une famille ou faites les choses. Il n'y a aucun conditionnel, il n'y a rien qui t'empêche. Ça veut dire que tout part de là. Et donc en fait, le truc, c'est que quand j'ai compris qu'en fait, tout part de là, bah, en fait, mais entre guillemets, tout le monde peut y arriver. À partir du moment, en tout cas, où tu mets les choses en place. Dès que tu as l'état d'esprit pour quoi. Et effectivement, c'est un vrai état d'esprit. Tu vois. Donc après, le but, c'était pas... Parce qu'effectivement, voilà, il y a marqué « devenez riche ». Oui, bien évidemment qu'on a envie de gagner de l'argent, etc. Encore plus quand j'étais jeune, moi, c'était mon leitmotiv. Mais c'est là, en fait, où je me suis dit, mais en fait, moi, plutôt que riche, c'était réussir ou en tout cas s'accomplir. Tu vois. Voilà, c'était vraiment en tout cas s'accomplir. Mais pourquoi? Parce que j'ai envie de te dire, ok, mais pourquoi? C'était quoi ton pourquoi? Le pourquoi de devenir entrepreneur? C'était en fait, pour moi, être entrepreneur, en fait, vraiment le truc que je kiffe, c'est l'indépendance, la liberté. C'est de pouvoir, en fait, et tu vois ce mot réfléchir, etc. En fait, moi, je kiffe faire partir des choses ici, de la tête, et que ça se matérialise. Donner vie, en fait, à quelque chose. Donner vie, en fait, à des choses. Que ça marche ou que ça marche pas. Ouais, c'est pas l'important. C'est pas important, mais c'est que tu fasses les choses. Tu vois. Et c'est ça que je kiffais, en fait, vraiment, c'était de se dire... Parce que voilà, après j'ai travaillé aussi, j'ai été salarié. Il n'y a rien qui est arrivé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand tu te rends compte que tu as la liberté, l'indépendance de pouvoir te dire, écoute, là j'ai une idée, vas-y, je la fais. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ouais, mais Nakash, on n'a pas le budget, ou il faut demander à la RH, ou... bref. Ok, je veux le faire, je le fais. Voilà. Après, j'ai réfléchi avec mon équipe, etc. Ça, c'était ça, à un moment donné, quand tu as une équipe, tu t'en parles avec eux. Mais ouais, c'est vraiment cette liberté, cette indépendance, en fait, de pouvoir faire ce que tu fais. Et même, voilà, de pouvoir organiser tes journées comme tu le souhaites, etc. C'est pas facile tous les jours, mais c'est vraiment ce que je kiffe, en fait, moi, dans l'entrepreneuriat. Et c'était ça, en fait, vraiment mon leitmotiv aussi. Et du coup, c'est quoi tes premiers projets entrepreneuriaux? C'est quoi les tout premiers trucs que tu entreprends? Bah, en fait, à l'époque, justement, quand je te parle de l'époque où j'étais avec mon meilleur ami de l'époque, on voulait monter, un des tout premiers projets qu'on voulait lancer, c'était un magazine. En fait, on voulait lancer un magazine papier. Parce qu'en fait, si tu veux, voilà, moi, à l'époque, je suis fan de hip-hop, je suis fan de basketball, je suis fan de mode, de sneakers. J'aime beaucoup. Bon, les sneakers, c'est encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui. Et en fait, on voulait lancer un magazine qui parlait un petit peu de tous ces domaines-là, tu vois. Et je me rappelle, le magazine, on voulait l'appeler, enfin, on l'appelait Rhymes. R-H-Y-M-E-S. Un peu comme Busta Rhymes, tu vois, le chanteur américain. Sauf qu'on n'avait pas les thunes pour lancer un magazine papier. Franchement, je ne vais pas te le cacher. Je pouvais pas aller voir papa, maman et leur dire ouais, donnez-moi 100 000 € ou un truc comme ça. Juste. Ouais, l'impression, enfin, la distribution, les journalistes. Les journalistes. Bref. Donc à l'époque, c'est là où arrivaient les blogs. Ouais, parce que c'était la grosse période des blogs. Exactement. Avant qu'on rentre dans la période influenceur et tout, à cette époque, début des années 2000 du coup. Ouais, c'était 2000. Alors là, on est plutôt 2006. Il y avait encore les Skyblog. 2006, 2007, il y avait encore Skyblog. Les Skyblog, c'était coté. Ouais, c'était ouf. On avait tous des comptes Skyblog. Frère, moi j'avais un Skyblog aussi. Avec des trucs non partageables aujourd'hui. Non. Clairement. D'ailleurs, je crois que je l'ai fermé. Donc Skyblog, il y avait High Five, des trucs à l'ancienne. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu, on a lancé un blog où on écrivait tous les jours, lui et moi, des petits articles, toi des petits... ça commence comme ça. Ça commence comme ça, mais ça a pris 2 ans. Et ça j'aime bien le dire, ça, tu vois. 2 ans. Ça a pris 2 ans. Et vous lâchez rien pendant 2 ans? On lâche rien. En fait, alors, heureusement, je travaille à côté, hein. Et en fait, on fait vraiment ça par le kiff, pour le kiff, tu vois. Et en fait, on écrit des petits articles, etc. Et au bout de 2 ans, en fait, on passe de quelques centaines de visiteurs sur le blog à 180 000 visiteurs par mois sur le blog. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a commencé à intéresser des gens qui nous contactaient, des maisons de disques, des agences de communication, des marques. 2 millions de visiteurs par an. Ouais, j'ai même pas compté. Truc de fou. Ouais, t'es bon en calcul mental. Hein. Toi, ça se voit, t'as l'habitude de calculer des gros chiffres. C'est parce qu'il y a trop de trucs qui coûtent de l'argent, c'est pour ça. Moi, je les compte beaucoup, mais en négatif. Non, mais en tout cas, ouais, voilà. Moi, j'avais même l'habitude de dire que c'était 2 fois et demi le Stade de France.
qui nous regardaient chaque mois. Joli. Et le truc, c'est que quand on a commencé à intéresser justement en fait ces marques, etc., pour te dire, un jour, je reçois un mail de chez Toyota. Okay. Oui, bonjour, on a vu votre blog, la ligne éditoriale nous intéresse beaucoup. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, ligne éditoriale, je ne sais même pas ce que ça veut dire à l'époque. Tu t'écris des articles. Et on aimerait vous payer pour mettre de la pub. Moi, j'ai juste vu la dernière ligne. Payer pub, ah oui, il n'y a pas de problème. Et je regarde mon pote, je lui dis, hey, Toyota. Je dis, hey, ma parole dans ma tête. Bon, c'était pas vrai après, de toute façon, sinon, voilà. Je me suis dit, mais on va devenir les Steve Jobs dans 2 ans, c'est bon. Elon Musk. Eh ben non. Mais bon, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a travaillé avec certaines marques. Alors, pour travailler avec elles, justement, le blog a fait qu'on a créé en fait une agence de communication et d'événementiel. Okay. Je me rappelle même, cette agence s'appelait SIA Communication. SIA Communication. Ok, d'accord. Je me rappelle même plus ça voulait dire quoi SIA, pour te dire. Ouais. Je crois que c'est un truc, bref, c'est un dieu, je sais pas quoi. Bref, à l'époque, on était perchés un peu, mais bon, c'est pas grave, on a voulu trouver un truc. Et du coup, on a lancé ça et on a travaillé avec des marques comme ça, tu vois, donc Adidas, Red Bull, on a fait des trucs avec PlayStation, on a fait des interviews pour des maisons de disques, pour certains artistes, etc. Diesel, on a fait un truc avec le rappeur Common, tu vois, on a fait des trucs comme ça, donc c'était pas mal. Et à un moment donné, en fait, on a vu ça trop gros, parce qu'en fait, on a commencé, ça c'est un truc, faut faire attention, le recrutement. Nice. Quand tu crois que tu es quelqu'un, alors que tu n'es pas encore quelqu'un, tu commences à recruter un tel. Et en fait, les gens qui étaient là avec nous, justement, en fait, eux, ils étaient plus là pour la hype que pour le projet. Genre, ouais, moi, je suis parti de l'équipe Rhymes. Parce que Rhymes était en l'air, quoi, comme on dit. Parce qu'en fait, on était, entre guillemets, cotés, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et le truc, en fait, c'est que ça brassait de l'air, ça brassait du vent. Et en fait, à un moment donné, le projet, en fait, vraiment Rhymes, il était un peu bancal, on va dire, parce que forcément, en fait, on brassait plus de l'air qu'autre chose. Et surtout, en fait, il y avait une erreur qu'on a faite, pour moi, après coup, on n'avait pas de business model clair. Tu vois, on n'avait pas de business model clair. Et ça, c'est-à-dire qu'en fait, on savait pas, on n'avait pas déterminé exactement, ok, comment on va faire pour vraiment gagner de l'argent et pérenniser en fait le business. Tu vois, qui est vraiment notre cible, comment on va les démarcher, comment, tu vois, enfin bref, tous ces trucs-là. Tu dirais, vous vous êtes un peu laissé avoir par la hype et le succès du truc en laissant couler. Bien sûr, en fait, on a pris le truc, et en fait, on s'est laissé emporter, sauf que le truc, c'est que quand tu es chef d'entreprise, ouais, c'est bien de se laisser emporter peut-être 2 secondes, etc. Mais en fait, à un moment donné, c'est toi qui tiens la barre. Structure le truc. Tu vois, tu dois tenir la barre et tu dois vraiment, en tout cas, tu dois en fait anticiper un peu les choses, tu vois, et planifier, même si, tu es d'accord avec moi, c'est jamais à 100% comme ce que tu vas planifier, mais au moins un minimum. Au moins un minimum. Avoir un business model clair, connaître son client, etc. Enfin bref, des trucs. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est classique de dire ça, mais à l'époque, en fait, on ne savait pas tout ça. Tu sais, j'avais 22 ans. Ouais. Tu vois, j'avais 22 ans quand j'ai monté ma première boîte. Parce que tu avais moins de sources d'informations que tu en as aujourd'hui aussi, clairement. Aussi. Il n'y avait pas Instagram à l'époque. Ouais. Pour te dire même, tu sais, le blog dont je te parle, on l'a fait connaître grâce à quoi? Grâce à Facebook, qui commençait vraiment les débuts de Facebook, genre. Les débuts de Facebook et MySpace. Oh, c'est loin. Ouais. Ok. Ça comme si... Non, c'est loin, c'est loin MySpace. Mais en vrai, c'est échec. Enfin, moi, j'appelle pas ça un échec parce que vraiment, tu as dû apprendre beaucoup de choses et justement, c'est ça la question. Énormément. Qu'est-ce que ça t'a appris de te lancer de suite, d'avoir presque... Non, pas de suite parce que tu charbonnes 2 ans quand même avant que ça marche. Mais ouais, alors avant que ça marche, mais après, pendant que ça marche un petit peu, en fait, il y a quand même quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, et après... Effectivement, donc il y a ce problème-là avec l'équipe, avec le business model, etc. Et malheureusement, mon associé de l'époque, ça se passe mal. Il y a eu quelque chose, certaines choses qu'il a faites qu'il ne fallait pas faire en tant qu'associé, et on décide de se séparer. Et ça t'apprend quoi tout ça? Tout le projet Rhymes, là, ça t'a appris quoi? L'être humain est méchant. Non, mais en vrai de vrai, c'est ça, parce qu'on commence, on est naïf. Tu vois, enfin, bien sûr, tu sais rien. Mais c'est normal, normal. En fait, comme tu dis, en fait, à l'époque, on n'a pas. Je sais même pas s'il y a YouTube, je sais même pas. Enfin, tu vois, je sais même plus s'il y a YouTube d'ailleurs. Mais en fait, et puis même s'il y avait YouTube, c'était les débuts. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas accès, en fait, à toute la source d'informations qu'on a aujourd'hui en 2024 pour lancer un business. Enfin, tu vois, par exemple, si tu regardes les émissions comme ce que toi tu fais, mais ça déchire. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Puis promo pour monsieur Lionel. Ça fait plaisir. Hein. Non, mais c'est juste pour dire qu'en fait,
les émissions comme ça, mais comme ce qu'il y existe en fait aujourd'hui sur YouTube, sur d'autres plateformes, etc., des podcasts. Aujourd'hui, il y a tellement de sources. Avant, en fait, comme je te disais, moi, c'était dans les livres. Tu vois, avant, c'était dans les livres. Mais aujourd'hui, tu peux parler avec des entrepreneurs. Aujourd'hui, tu as des conférences. Tu vois, aujourd'hui, tu as des séminaires. Enfin, je veux dire, tu as des trucs même en live, tu vois, sur Internet. Tous les jours, des webinaires, toutes les semaines. Mais ça peut être aussi, mais attention, le truc, c'est que ça peut être aussi un côté négatif parce qu'en fait, avoir trop d'informations, parfois, moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi, parfois, en fait, les gens trouvent des excuses pour uniquement que se former et jamais se lancer. Ah oui, le passage à l'action. Voilà. C'est-à-dire, tu t'es mangé 10 webinaires, mais à part ça... À l'époque, en fait, on n'avait pas le choix, entre guillemets. On se lance. On se lance, c'est tout. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on se lance. On va le faire. Aujourd'hui, on va dire que le contre-coup de ça, c'est qu'en fait, on prend que de l'information. Tu planifies pendant 1000 ans. Vas-y, non, mais il faut d'abord que je fasse une formation en marketing. Non, mais d'abord une formation en gestion financière. Et après, je me lance. Ah non, mais d'abord, il faut que je sache s'il faut, c'est une SARL. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Fais quelque chose. Voilà, fais quelque chose. Tu brasses du vent, tu vois. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, à l'époque, on va dire que le côté positif, c'est qu'en fait, on était vraiment dans l'action, même si on s'est ramassé les dents. Mais au moins, c'est comme ça qu'on apprenait. Ok. Et après, tu te lances sur... alors, c'est ça, c'est ton tout premier projet, Capote. Et après, c'est quoi ton projet phare? Vraiment, le truc, tu te dis, ah, ça y est, je suis un entrepreneur accompli. En fait, le truc, c'est que donc là, quand on lance donc ce projet-là, moi, je comprends quand même une chose. La vraie leçon que je comprends après ça, c'est que, ok, les réseaux sociaux, le côté digital, etc., tu lances un produit ou un service, ou en tout cas, tu te crées en fait une communauté et tu arrives en fait à attirer l'attention, en tout cas, tu arrives à avoir une audience. Et cette audience-là permet, à un moment donné, de pouvoir soit la monétiser, soit en tout cas d'intéresser des marques, etc. Donc, en fait, les réseaux sociaux, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Et donc, c'est là, une fois que j'arrive à La Réunion, parce que donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de temps après que j'arrive à La Réunion, c'est là que je me dis, ok, j'ai envie de lancer une agence de marketing digital, mais quand j'arrive à La Réunion, je ne connais personne. Okay. Et donc, en fait, quand je commence à poser des questions en fait, à quelques entrepreneurs, des artisans, des commerçants, effectivement, je me rends compte d'une chose, c'est que ils sont bons dans leur domaine, mais en fait, ils ne comprennent rien en fait, à tout ce qui est stratégie marketing. Pour te dire là, on est en 2014, quand j'arrive à La Réunion, il y avait même des gens à l'époque, quand je parle avec eux, ils n'avaient même pas d'adresse email. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Ouais, c'est chaud. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, je me dis, ok, il y a un marché à prendre. Il y avait quand même quelques agences qui étaient déjà lancées, mais je me dis, vas-y, je me lance tout seul. De toute façon, je ne pouvais pas... donc déjà, je me lance tout seul parce que je ne veux pas faire la même erreur que ce que j'ai fait avec... Voilà. Je me lance tout seul, je vois un petit peu comment le marché répond. Et donc en fait, effectivement, j'ai lancé Habari Media en 2014, même si j'étais tout seul. Mais parce qu'en fait, j'avais déjà vraiment cette vision, on va dire, de créer en tout cas une vraie agence. Et je me dis que vas-y, je fais de la création de contenu, je fais de la formation aussi, je forme également des chefs d'entreprise sur tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, etc. Et c'est là vraiment en fait où ça a commencé à bien prendre. Alors ça a pris un petit peu de temps quand même, on va dire. Ça a pris moins de temps quand même, mais ça a pris quand même... ça a pris quand même 1 an pour prendre. Parce que quand tu arrives à La Réunion, tu connais personne aussi. Non, je connais personne. Et pour autant, ça t'a pas empêché? Non. Bah après, tu sais... ça, mon gars, ça c'est le mindset de la banlieue, ça. Toc, toc, toc. Non, c'est pas ça. En fait, même pour te dire, quand j'arrive avant même d'arriver à La Réunion, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui me disent, même un oncle à moi qui habite ici à La Réunion, qui me dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il n'y a pas de travail. À La Réunion, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il me dit, il n'y a pas de travail ici. Et moi, le truc, c'est que forcément, pour au moins au niveau alimentaire manger, il faut d'abord que je trouve un travail. Ok. En fait, je crois qu'en 3 semaines, je trouve un travail. Je tape à toutes les portes. Je tape à toutes les portes. Sur une île où il n'y a pas de travail. Sur une île où il n'y a pas de travail. Ouais. Et effectivement, je travaille en fait pour un opérateur téléphonique. Ouais, ça s'appelait Only. Only à l'époque, voilà, qui a été racheté par Free. Voilà, c'est ça. Ouais, rose comme ici là. Ouais, t'as vu. On est sponsor. Vous n'avez pas copié un peu? Non, on est sponsor Only. Avant la fermeture. Ah oui, c'est une sponsor qui date d'il y a 10 ans. D'accord, c'est pour ça que tu comptes les millions là. Voilà. Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Fais. Ok, non mais voilà, et donc c'est comme ça que je me dis qu'il y a un marché à prendre. Et donc je fais création de contenu, formation, etc. Et voilà comment c'est lancé, en tout cas Habari Media. Et je fais ça pendant 1 an avant que ça prenne. Et après, vraiment, au bout de 3 ans, ça avait, en tout cas, Dieu merci, bien pris. Et j'avais pas assez de temps pour m'occuper de tous mes clients tout seul.
Et donc, du coup, comme j'avais pas de bureau, comme j'avais pas de collaborateurs, c'est là que j'ai commencé à prendre des bureaux sur Saint-Pierre et à prendre en tout cas, à recruter mes premiers collaborateurs. C'est peut-être une question difficile, mais t'es des Comores de base. T'es des Comores. T'as vécu plus en métropole. Tu débarques à La Réunion. Est-ce que c'est dur ou pas de réussir en tant qu'entrepreneur à La Réunion avec ce statut? Avec le statut de Comorien, de gars des îles, mais pas d'ici, de pas être de La Réunion de base et d'arriver et de réussir ici. Est-ce que c'est plus ou moins facile? T'as rencontré quoi comme difficulté? En fait, non, franchement, alors moi le truc c'est que tu as vu, en fait, avant d'arriver à La Réunion, et une fois quand je travaillais donc, dans le stand de chez Only, j'ai eu juste pas une mauvaise expérience, mais en gros, c'est un mec de Mayotte. Ouais. En fait, quand je lui disais, en fait, on s'est pris la tête parce que je lui disais, ah, mais vous êtes comorien comme moi. Et tu sais, en fait, il y a des fois, en fait, tu as des mecs des Mahorais, en fait, etc., en fait, qui se considèrent pas comme comoriens, machin. Ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, moi, je respecte ce qu'ils pensent. Moi, personnellement, je pense pas comme eux, tu vois. Ça, c'est encore un autre débat, ok. Et en fait, le truc, c'est que par contre, effectivement, j'avais enfin, pas une image, mais en fait, on m'avait dit que, ah ouais, mais t'es comorien. Mais tu sais qu'à La Réunion, et en fait, on m'avait sorti ça déjà. Ça, les Comoriens, les Comoriens, en fait, il y en a certains qui ont une mauvaise image. Bah alors, je vais pas te le cacher, moi, quand je suis arrivé, je l'ai pas senti, pour moi, en tout cas. Je l'ai pas senti. Mais peut-être parce qu'en fait, je m'en fous. Dans le sens où, en fait, en fait, quand je dis je m'en fous, c'est que, bah après, tu sais, moi, je pars du principe que, oui, en fait, tout le monde peut avoir une mauvaise image, que ça soit un Comorien, que ça soit un Créole, que ça soit un Zoré, bref, tout le monde. Mais en fait, à partir du moment où tu es bien avec les gens, t'es cool, machin, enfin je veux dire, après c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que je suis. En tout cas, j'essaie de l'être, enfin, en tout cas en arrivant ici. Et puis même, je me suis dit, j'arrive sur une île, je connais personne, bah ce que je vais faire déjà, c'est m'intéresser aux gens. En plus, je kiffe ça, tu vois. Et donc le truc, c'est que bah, j'essaie de m'intéresser aussi et de m'imbiber un petit peu de la culture, tu vois, même la façon de réfléchir, etc. Enfin, tu vois, de la culture créole. Et en fait, c'est comme ça que vraiment... je ne vais pas dire que je m'intègre, mais en tout cas que... Ouais, ça casse les barrières, il n'y a plus de barrières. Quoi. Tu vois, je pense qu'à partir du moment où tu es cool, en plus, franchement, il ne faut pas se le cacher, à La Réunion, la plupart des gens sont cool quand même, tu vois. C'est ça. Franchement, quand tu es cool avec les gens, tu dirais, c'est quoi? C'est de partir dans l'idée que si tu viens avec aucun a priori, avec la sincérité et tout, ça se passe normal. Tu sais, je vais te dire un truc, en fait, moi, je pense que c'est enfin, encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais je pense qu'il y a un truc universel, c'est quand tu es bien avec quelqu'un, tu vois, il te le rend, je pense. Tu vois, il y a toujours des cons. Oui, non, tu vois, il y a toujours des cons. C'est sûr. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. En 2022, j'ai été au Sénégal pour la première fois. Okay. Tu vois, j'étais à Dakar chez un pote. Et bon, alors moi, j'ai grandi avec des Sénégalais. Hein, tu sais, moi, j'ai grandi avec Sénégalais, Maliens, bon, t'as grandi en banlieue, Ivoiriens, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est une extension de l'Afrique de l'Ouest, la banlieue. Exactement. Hein, le Thieboudienne, le Mafé, le machin, ça on connaît, mon frère, tu vois. Il y a des quartiers de Paris, on parle plus Peul que français. Château Rouge. Oui, du coup, t'as le Sénégal et tout. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu arrives dans un pays comme le Sénégal, entre guillemets, comme c'est l'Afrique, on peut avoir un a priori, et je vais pas te le cacher, moi c'est ce que j'ai eu au début, en me disant, ben, j'arrive dans un pays, à mon avis, j'ai beaucoup de choses à leur apprendre. Mais ça, c'est une mentalité de con d'avoir ça, et je le dis moi-même. Hein. De ouf. Et en fait, le truc, c'est que non, quand tu arrives là-bas et que tu comprends rapidement que, mais ces gens-là, mais ils ont tout autant à t'apprendre que toi, tu as à leur apprendre. C'est pas des sous-hommes ou c'est pas, tu vois. Mais franchement, en fait, c'est là où tu te dis que, et c'est là où tu vois que quand tu es cool avec les gens, tu les écoutes, tu essayes en tout cas d'être bienveillant et tu t'intéresses à eux. Il y a une histoire d'humilité aussi là-dedans. Mais il faut, à un moment donné, il faut. Mais ça sert à quoi de toute façon de se croire plus. En fait, pour moi, en fait, l'humilité, c'est pas de se dire qu'en fait on est moins bien ou en tout cas de se rabaisser par rapport aux autres, mais c'est pas non plus de se sentir valorisé par rapport aux autres non plus, tu vois. C'est en fait t'es égal, ouais. Tu vois. Tu connais tes valeurs, je pense que tu connais tes valeurs. À un moment donné, tu connais aussi certaines de tes compétences, tu vois, ce que tu sais faire vraiment, mais t'as même pas besoin de le crier haut et fort, tu vois, et de le dire aux gens, vas-y, moi je suis comme ça, par contre, respecte-moi. Non. À un moment donné, en fait, le respect, il va se faire tranquillement, naturellement. En fait. T'as pas besoin de prouver qui tu es, c'est-à-dire que tes compétences sont des faits, tu n'as pas besoin de les crier. Quoi. Ce que tu fais prouve qui tu es. J'aime ça. Et du coup, tu dirais que ce serait quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, le meilleur conseil qu'on m'a donné? Ouais. Écoute, que ce soit dans tes débuts ou même maintenant avec l'expérience,
Si tu réfléchis, tu dis, ah, putain, c'est ce conseil-là, vraiment, ça m'a aidé. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné en tant qu'entrepreneur? Alors, je vais te donner un conseil, mais qu'on me donne même encore aujourd'hui, c'est ma mère qui me le donne. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est ma mère qui me le donne. Je pense que ça m'a servi dans le business, mais ça me sert dans la vie de tous les jours. Parce qu'on se parle beaucoup avec ma mère, tu vois. Encore plus depuis que forcément j'habite à La Réunion, qu'elle habite en France. Et en fait, forcément, tu sais, les distances, oui. Voilà, ça rapproche aussi. Des fois, la distance rapproche. Ouais. Voilà. Mais en fait, elle arrête pas de me dire, ma mère, souvent, n'hésite pas à aider les personnes autour de toi. N'hésite pas à aller donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, etc., etc. Et en fait, moi, je pense que ça soit dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie de tous les jours, quand tu aides ton prochain, quand tu essaies d'apporter de la valeur à quelqu'un, bah, en fait, je pense que, tu vois, on est croyants tous les deux, Dieu te le rend. Te le rend d'une manière ou d'une autre. Quoi. Dieu, la vie, enfin, comme vous le voulez. Tu l'appelles comme tu veux. En tout cas, voilà, appelez-le comme vous voulez. Moi, je pense qu'à un moment donné, en fait, en tout cas, on te le rend. Et donc, je pense que ça soit dans le business, que ça soit dans la vie de tous les jours, c'est au lieu de se demander, en fait, ce que les gens peuvent faire pour nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens. Tu dirais que ça, mais du coup, entrepreneurial au final comme conseil. Ouais. C'est un conseil de vie, mais ça t'a servi en tant qu'entrepreneur. Te dire, apporte de la valeur, te pose pas la question de ce que tu vas avoir en retour, apporte de la valeur, d'une manière ou d'une autre, ça va te faire réussir. Exactement, parce que regarde, avant de lancer Habari Media, enfin, au moment de lancer Habari Media, j'essaie de me poser la question, mais de quoi ils ont vraiment besoin, en fait, les gens ici, quand je parle avec eux, tu vois? Mais en fait, finalement, un business, c'est quoi? Un business, c'est tu réponds à un besoin, à un besoin, un problème, quelque chose, tu vois, une souffrance, entre guillemets, tu vois. Bah, comment tu peux régler cette souffrance pour cette personne-là? Bah, en fait, tu lui apportes de la valeur. Avant de te dire, ouais, je veux faire tant d'argent, en fait, l'argent, c'est le résultat de ça. Tu vois, c'est le résultat du nombre de problèmes, entre guillemets, que tu vas résoudre. Ou de besoins que tu combles. Ou de besoins que tu vas combler. Vas-y, c'est nice ça. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné en tant qu'entrepreneur, du coup? Le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est fais de l'argent. Non, mais je ne vais pas te le cacher. Fais de la thune, c'est ça le pire conseil qu'on t'ait donné. Pour moi, le pire conseil qu'on m'a donné, c'est lance-toi dans le business pour faire de l'argent. Dans le sens où, si tu veux faire un business juste pour faire de l'argent, pour moi, après ça c'est ma façon de penser, hein. Tout le monde n'est pas obligé de partager ce que je pense, mais pour moi c'est le meilleur moyen pour ne pas perdurer et pour ne pas faire les choses de qualité. Pour moi, se lancer dans l'entrepreneuriat... Parce que tu dis pas que c'est c'est une source de motivation. Beaucoup de gens vont te dire que c'est une source de motivation, les thunes. Alors, ça motive, mais pour moi en fait, la motivation, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, elle est bien au début, mais à un moment donné, en fait, elle s'estompe. Ouais, ça, je suis d'accord. Il y a des jours, je pense que tu dois le savoir, je pense que voilà, il y a des jours où on n'est pas motivé. Hein. Il y a des jours où on n'a pas envie de se lever. Il y a des jours où on n'a pas envie de voir leur tête à eux. Là, qui sont en train de filmer, là, qui font les malins derrière la caméra. Etc., hein, tu vois ouais, on les connaît. Non, mais ce que je veux dire, des fois, il y a des clients qui sont, pour X raisons, il y a des jours où on n'est vraiment pas motivé. Ça peut être parce que, mais pour vraiment des trucs même de la vie. Peut-être parce qu'à la maison, ça va pas. Peut-être parce que ta fille, en fait, elle est mal. J'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et donc, il y a des jours où tu n'as pas envie d'aller au taf. Et ça, alors, imagine si tu fais un taf qui ne te passionne pas. Pour la thune, uniquement qui pour l'argent. Qui ne te passionne pas. Vraiment. Ou quand tu te lèves, en fait, ou même quand tu travailles, tu n'as même pas l'impression de travailler. Tu vois? Bah, moi, je trouve ça personnellement difficile. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je donne que le premier critère, en fait, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour lancer un business, c'est au moins que tu kiffes ce que tu vas faire. Et du coup, c'est pour ça que c'est le pire conseil qu'on t'ait donné. Pour moi, le pire conseil qu'on m'a donné, parce que j'ai déjà fait en fait. Et ça a été vraiment une catastrophe. Ouais, Nakash, il y a de la thune à se faire. Ah ouais, il y a de la thune à se faire. Et du coup, tu te lances dans ce projet-là parce qu'il y a de la thune à se faire, quoi. C'est quoi comme projet? Bah, c'est ça. Ça me plaît. Ouais, mais de la thune, Nakash. Bon, vas-y. J'étais jeune, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est pas une raison, la jeunesse, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai envie de te dire, quand t'as. Ça, après, c'est une mentalité de riche, certes, tu fais des trucs qui te plaisent, parce que quand t'as faim, tu fais un truc qui te nourrit. De toute façon, je vais te dire un truc, la pauvreté, à un moment donné, t'as pas toutes les idées claires aussi avec la pauvreté. C'est ça. Je te dis pas que j'étais pauvre, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu veux faire de l'argent, quand tu as besoin d'argent à un moment donné aussi, ouais, t'as pas non plus, on va dire qu'au niveau de ton cerveau, t'as pas tous les neurones qui, tu vois. Faut que tu arrives à avoir un mindset, même en étant pauvre ou dans une situation compliquée, faudrait que tu arrives à avoir un mindset de te dire, ok, ce projet-là, peut-être qu'il y a de la thune à se faire, mais si vraiment, foncièrement,
concrètement, ça m'intéresse pas, ça me plaît pas, il faudrait pas que je me lance dedans, c'est ça? Ouais, et après, après, le truc, c'est que je peux pas en vouloir à ceux qui le font, juste parce qu'ils ont envie de se faire de l'argent. Je l'ai fait moi-même à un moment donné, mais vraiment, si je peux donner un conseil, en tout cas aux entrepreneurs qui veulent durer dans le temps, faites un truc qui vous fait vraiment kiffer en fait au jour le jour. Parce qu'il y a des jours où vous n'allez pas être motivé, et en fait, ce qui va vous permettre en tout cas d'être discipliné, c'est vraiment cette passion. Vas-y, on était sur les clients compliqués, les gens compliqués. C'est quoi la pire anecdote ou ta pire journée en tant qu'entrepreneur? Ma pire journée en tant qu'entrepreneur? Ouais. Est-ce que c'était un client qui t'a rendu fou, un projet qui t'a rendu fou? Tu vois, on a tous des histoires tu veux qu'on lâche les dossiers, là? On a tous des histoires de clients qui nous ont rendus un peu... Il veut que je lâche les dossiers. Attends, je bois un petit peu. Attends, excuse-moi. J'avoue. Pause café. Il est devenu froid, ma parole. Donc, l'une de tes pires journées en tant qu'entrepreneur. En fait, il y en a... Là, il y en a deux qui me viennent en tête. Vas-y, chaud. C'est deux trucs un peu différents. En fait, il y a un client. Bah, tu sais, quand je te disais que... quand je disais tout à l'heure que, ouais, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il vaut mieux être passionné vraiment par ce que vous faites et non pas voir que le côté financier tout de suite. Bah, en fait, moi, le truc, c'est que j'avoue, j'ai fait une erreur aussi un jour. C'est que j'ai pris un client. Je le sentais pas trop, mais comme il avait un budget, je fais, c'est quoi, on a tous fait ça. On a tous fait. Tu sais que ça va pas le faire. Voilà. Mais je l'ai pris quand même. Et le truc, c'est qu'en fait, à un moment donné, en fait, c'est même pas à un moment donné, c'est qu'avant même qu'on signe, il était chiant. Oh, putain. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on a signé et donc on a commencé à travailler pour lui, il y a un jour où il a été exécrable en fait avec mes équipes. Ouais. Mais vraiment exécrable. Quand je te dis exécrable, c'est pas le mec ouais mais ça j'aime pas. Non, tu sais, un client il a le droit de pas aimer un truc. Il a le droit. C'est un avis. En fait il a vraiment parlé comme de la merde à mon équipe. Et ça non. Bah en fait ce jour-là je me suis dit, hey, tu sais quoi, dégage. En fait le truc c'est que ok, t'as un budget, mais par contre moi mon équipe en fait elle est beaucoup plus importante qu'un client. Parce qu'en fait le truc c'est que c'est mon équipe qui fait en sorte que les clients après se sentent bien. Si mon équipe n'est pas bien, à cause d'un client, bah en fait, ça va se faire ressentir déjà dans l'équipe. C'est ça. Mais ça va se faire ressentir aussi peut-être auprès de tous mes clients. Parce que ton équipe, du coup, elle sera plus bas. Voilà, donc à un moment donné, en fait, il y a le respect. Tu vois, moi, c'est une valeur très importante. Si le mec ne respecte pas mes équipes, tu peux dire en fait, à une équipe, soit j'aime pas, ou soit fais trop. Enfin, tu peux dire n'importe ce qui te passe par la tête, mais avec le respect. Là, il n'a pas été respectueux. Donc ça, c'est vraiment en tout cas un des pires clients que j'ai eu. Et le deuxième... Alors lui c'est un phénomène, parce qu'en fait le truc c'est que, bon après ça c'est une erreur aussi, en fait c'est un client, c'est un restaurateur, je ne vais pas donner son nom, on avait commencé avec lui, voilà ça se passe bien machin etc, au début il me paye bien, enfin je veux dire en tout cas il me paye, en tout cas ce qu'il me doit, et à un moment donné on continue le travail et il arrête de me payer. Pourquoi? Alors, le truc, c'est qu'à un moment donné, je lui dis, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, non, mais t'as vu, là, j'ai une petite difficulté, machin, nanana, mais t'inquiète pas. Alors, tu sais, c'était à l'époque même de les gilets jaunes. Ah, ok. Tu te rappelles les gilets jaunes à cette époque-là? Ok. Il avait eu des petites difficultés à ce moment-là. Ok, moi, je comprends. Toi, je suis sûr avec ta mentalité et tout, tu t'es dit, écoute, mon frère, bon, c'est compliqué. Ah, c'était pas mon frère. Ah ouais, c'était pas mon frère. C'était pas mon frère. C'était pas mon frère. Mais bon, après, je lui dis, écoute, vas-y, je comprends, on fait une petite pause si tu veux, machin. Non, vas-y, continue, mais de toute façon, t'inquiète pas, d'ici un mois, machin. Il te dit de continuer à bosser. Il me dit continue à bosser. Okay. On continue, etc. Ok, vas-y. Bah, dis-toi que au bout de 1 mois, 2 mois, toujours pas de paiement, à un moment donné, je vais le voir. Ouais. Le mec, il est même plus là, même ses salariés ne savaient pas où il était. Comment ça? Ses salariés ne savaient pas qu'il était plus dans la boîte. Il était plus dans la boîte? En fait, il s'était barré de son entreprise. Mais non. Sans avoir averti ses salariés. Du coup, en fait, le mec introuvable. Mais non. Voilà. Mais pourquoi il te dit... D'ailleurs, si tu me regardes, tu me dois encore 2000 €. On en a tous des comme ça. On en a tous des comme ça. C'était très bien de qui je parle. On en a tous des comme ça. Pour tous ceux qui se sentent éventuellement concernés. Voilà. Et d'ailleurs, si tu te reconnais et que tu me dois 2000 € aussi, je suis toujours là. Le numéro de téléphone n'a toujours pas changé. L'adresse mail, elle est la même. Exactement. Tu sais où me trouver. On se connaît. Au pire, tu viens voir Lionel, il n'y a pas de souci. Et il ne prendra pas de commission. On est dans la fraternité ici.
Donc, ok, ça c'était les pires anecdotes et les pires anecdotes. Deux anecdotes incroyables avec des clients. Ouais. En plus, tu as dit un truc qui me fait rebondir parfaitement sur la prochaine question parce que tu parlais de ton équipe. L'une de tes pires anecdotes, c'est un gars qui va trop loin avec ton équipe et ça, c'est voilà, c'est ta barrière. Comment tu motives et comment t'inspires ton équipe? Ou sinon, comment tu les recrutes? Ça, c'est une vraie question, ça, parce qu'il y en a qui se posent. Il y en a, ils ont besoin d'aide pour trouver les bons profils. Non, franchement, mais justement, le truc, c'est qu'en fait, je sais même pas s'il y a, je sais même pas s'il y a une technique pour recruter les bons profils. Alors, moi, par exemple, je vais te dire un truc. Quand j'avais besoin de recruter, en tout cas, les membres de mon équipe, je regardais à peine le CV et je leur disais, m'envoyez pas de lettre de motivation. Votre lettre de motivation, c'est quand vous allez arriver devant moi. Vas-y, du coup, je suis pas tout seul. Merci, pardon. Voilà, continue. Voilà, continue. Non, mais en tout cas, voilà, moi, comment j'ai recruté, franchement, c'était... Pour te dire, regarde, ma première collaboratrice que j'ai recrutée donc, chez Habari Media, j'avais même pas encore de local parce qu'en fait, il était en travaux, etc. On a fait un entretien à la boulangerie Paul, Ok. tu vois. Et en fait, elle m'avait juste envoyé un message par mail. Je lui ai dit, vas-y, viens, on se rencontre, etc. On se voit pour un entretien. Elle est encore là aujourd'hui, hein, tu vois. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Je ne vais pas dire que ça se fait au feeling, mais... Il y a un peu de ça, il y a un peu du feeling. Moi, je pense qu'il y a beaucoup... En fait, moi, c'était surtout le côté humain que je regarde. Je vois, sûr. En fait, je me pose la question, est-ce que cette personne-là, telle que je l'appelle... Après, il y a eu des ratés, hein. Oui, attention, sûr, il y a eu 2-3 ratés. Hein. Mais en tout cas, la plupart des gens que j'ai recrutés, quand je me suis fié, en fait, en tout cas au feeling et au côté humain, je me posais la question, est-ce que cette personne-là, dans la culture d'entreprise que je veux, en fait, pour ma boîte, est-ce qu'elle va s'intégrer parfaitement? Si ma réponse elle est oui, je le prends ou je la prends et après on teste. Après, voilà, comme je te disais, il y a déjà eu 2-3 personnes, bah, finalement ça l'a pas fait. Tu vois, et la plupart des gens, en tout cas que j'ai pris, bah, aujourd'hui sont encore là. Et comment tu crées ça? Parce que culture d'entreprise, c'est un grand mot où tu mets 1000 trucs dedans, tu vois. Et du coup, comment tu inspires, comment tu motives? C'est quoi les mots pour dire pour que ton équipe te suive? En fait, j'ai l'impression qu'il faudrait même leur poser la question à eux, en fait. Mais parce que je sais même pas, en fait, moi je suis moi-même. En fait, comme je te disais tout à l'heure, tu sais, j'ai fait pas mal de taf avant où je comprenais pas que, par exemple, des managers que j'ai eus ou des patrons que j'ai eus, je sais pas, je veux dire, en fait, on est tous des êtres humains, en fait. Tu vois, même si tu veux que le travail soit fait, moi, mes équipes, en fait, ils savent quel travail doit être fait, ils savent quand je leur dis que ouais, ce truc-là doit être fait, mais j'ai pas besoin de leur crier dessus, j'ai pas besoin de les mettre 6 pieds sous terre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, on est tous des êtres humains, donc je pense que une des valeurs, en tout cas, et d'ailleurs, c'est même le slogan de notre agence, humanisons votre marque. Ça, c'est le slogan d'Habari Media. Je pense que je suis tout simplement, en tout cas, j'essaye, tu vois, franchement, j'essaye d'être le plus humain possible et de dire les choses telles qu'elles doivent être faites. Mais en fait, on peut se parler tranquillement, en fait, tu vois. Après, forcément, il y a des fois, il y a des coups de stress parce que voilà, on est dans un domaine où des fois, il y a un client, machin, mais même... Tu vois, même quand il y a un client, par exemple, en fait, qui va me donner, entre guillemets, un coup de stress à moi, je vais essayer de ne pas leur faire ressentir en fait, à eux, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, que moi, je prends tout le truc. T'absorbes un peu le stress. Voilà, j'absorbe le truc, mais quand je leur dis, ils vont même pas sentir que le mec, en fait, il m'a... Je sais pas comment dire, il m'a stressé, en fait, au téléphone. Tu vois, parce qu'en fait, il faut pas que... J'ai pas envie de les stresser, en fait. Tu vois, donc, en fait, je fais vraiment, en fait, tel que j'aimerais. Voilà, je veux dire que je fais le management que j'aurais aimé recevoir moi. Si t'avais été à leur place. Tout simplement. Ok, nice. Et du coup, ça, c'est comment ça se passe chez Habari Media. Et d'ailleurs, pourquoi Habari Media? Alors, Habari, ça veut dire histoire en comorien. En fait, ça signifie histoire, nouvelle, etc. En fait, en comorien. Et j'ai pris ce nom-là parce qu'en fait, je me suis dit que l'idée, c'est vraiment de permettre, en tout cas, aux entreprises, aux entrepreneurs, et même un produit en fait peut raconter une histoire. Vraiment, le but, c'est vraiment de raconter leurs propres histoires au travers justement de certaines valeurs, avec une certaine créativité, etc. Donc ouais, en fait, c'est ce qu'on appelle le storytelling, mais j'ai voulu trouver en fait un nom qui connote un petit peu tout ça. D'où Habari, voilà. Ok, qui veut dire histoire. D'accord. Et concernant Habari Media et ensuite les Sundays, parce que j'ai envie qu'on parle de ça après, c'est quoi tes ambitions par rapport à ça? Où tu veux aller avec ton agence? Avec Habari Media? Ouais. L'Afrique.
Frérot, on y va ensemble. Non, en fait, si tu veux, le truc, c'est que c'est marrant que tu me poses cette question parce que, tu vois, quand je te disais que quand je me suis lancé, j'ai voulu appeler ça Habari Média avant même de, enfin, même pas avant, avant même d'avoir mon premier collaborateur, parce qu'il m'a fallu 3 ans avant d'avoir mon premier collaborateur. Mais parce qu'en fait, j'avais déjà cette vision de me dire que, ok, on est à La Réunion, j'ai envie de monter une agence, mais j'ai pas envie de me cantonner qu'à La Réunion. Parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, mais même depuis même plusieurs années maintenant, hein, quand on dit que l'Afrique, c'est le futur, pour moi, l'Afrique, c'est le présent, mon gars. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de me développer en Afrique. Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais vraiment, ce que j'ai envie, c'est me développer, en tout cas, de développer Habari Média en Afrique. D'accord avec ça. Je suis parti en Afrique du Sud, je me suis dit qu'on était loin. Je me suis dit qu'on était loin. Pardon, le tiers-monde, va falloir revoir la copie. Hein. Faut enlever tous les a priori. Moi, je te dis, quand j'étais au Sénégal, et même, j'ai vu aussi ce qui se passe sans avoir été, mais ce qui se passe par exemple en Côte d'Ivoire, dans des pays comme ça. Non, franchement, il y a des trucs à faire. Tu te dis qu'il y a des trucs à développer là-bas. Il y a des trucs à faire. Avant qu'on parle des Some Days. Au Comores aussi. Au Comores, oui. Bah, ça, c'est un des objectifs aussi. Déjà, j'avoue, on se tourne peu vers l'océan Indien. Très vite, on part ailleurs. Et comment tu as fait, ou tu dirais que le succès d'Habari, il est dû à quoi en fait? Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait quelques années que tu t'es lancé, tu as construit une équipe, tu as une certaine renommée, etc. Comment tu as construit le succès? Parce que c'est beaucoup de questions qu'on se pose comme ça. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Tellement de choses à faire. Non, je sais pas si je peux dire qu'il y a une... Je peux pas donner entre guillemets, hein, je peux pas donner en fait une recette miracle entre guillemets du succès. Pour moi, en fait, il faut, enfin, il y a plusieurs éléments qui se marient. En fait, il y a la vision. En fait, il y a vraiment avoir une vision de là où tu veux aller, de ce que tu veux faire. Il y a l'action. Ouais. Et dans l'action, je mets dedans le fait que quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont marcher, il y a des trucs qui vont moins bien marcher, il y a des trucs qui vont flopper. Mais c'est pas grave. En fait, ce truc-là qui a moins bien marché, mais comment tu peux faire pour l'améliorer? Ce truc-là qui a floppé, qu'est-ce qui a fait que ça a floppé? Et toujours dans l'action. Et toujours, tu sais, je vais te dire, regarde, moi, il y a une image que j'aime bien, c'est celui qui a un vélo. Ouais. Le mec, s'il arrête de pédaler, bah, le vélo, il arrête d'avancer. Oui. En fait, il est toujours obligé de pédaler, entre guillemets, d'avancer, tu vois, pour que le vélo, en fait, il avance. Bah, c'est comme, tu vois, on m'a donné une image aussi il n'y a pas longtemps, c'est, je crois que c'est, je sais plus si c'est une rivière ou un lac. S'il n'y a plus de courant dans un lac ou une rivière, bah, tous les poissons meurent. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'en fait, si tu veux, c'est le mouvement qui crée la vie. Pour moi, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le mouvement qui crée la vie. Et donc, en fait, c'est vraiment le fait d'être en action qui fait que, en fait, tu vas avancer, et même si à un moment donné, en fait, tu te trompes, entre guillemets, de chemin, ou tu fais, en fait, un petit écart, etc., ben, en fait, c'est ce truc-là, justement, c'est cette action-là qui va te permettre de savoir, ah ouais, merde, ben non, en fait, il faut aller vers ici. Action, mais le correction. truc, c'est que, si tu fais rien, ben, comment tu vas le savoir? Tu sais, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Beaucoup de faux pas ont été faits en restant immobile ». Ah, c'est stylé. Copyright, je prendrais pour une vidéo. Pas de tu vois, beaucoup de faux pas ont été faits en restant immobile. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, en se disant « je fais rien parce que j'attends, parce que j'ai pas envie de me tromper, parce que j'ai pas envie d'échouer », on fait. Et ben en fait, la pire action qui était de ne rien faire en fait. C'est pire que de ne rien faire. Enfin, pardon, de ne rien faire, c'est pire que de faire quelque chose qui ne marche pas. De faire une bêtise peut-être. Voilà, exactement. Du coup, c'est action, correction, action, correction, action, correction. Nice, j'aime beaucoup cette vision. J'aime beaucoup cette vision. Ok, j'aimerais qu'on parle des Some Days. Parce que, déjà, alors, les Some Days, moi, comment je le vois spectateur, parce que j'ai été spectateur de cet événement, c'est l'événement... T'as aimé? Bon, déjà que j'ai kiffé, que j'ai vraiment kiffé. Et pour moi, c'est l'événement numéro 1 qui concerne tout ce qui est digital, réseaux sociaux, marketing digital à La Réunion. Et comme j'en connais pas d'autres dans l'océan Indien, pour moi, parce que j'en connais pas de ce niveau-là dans l'océan Indien. Pourquoi t'être embêté à faire un truc aussi génial? D'accord, génial, mais ouais, c'est un travail monstre, alors pourquoi? Pourquoi les Some Days? Comme tu viens de le dire, parce qu'elle n'avait pas. Non, mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que même avec mon équipe, Samuel Kelly pourra te le raconter, en fait, en 2019,
Ouais, un truc comme ça. Il a même retrouvé une vidéo, là, il n'y a pas longtemps, où je parlais de ça. En fait, en 2019, je me pose la question, ouais, mais attends, mais il doit y avoir un événement à La Réunion quand même qui parle de marketing digital, réseaux sociaux, etc. Tu te dis, j'ai une agence, j'aimerais bien participer. J'aimerais bien participer, tu vois. Hein. J'aimerais bien participer. Et donc, en fait, je commence à me renseigner. Non, il n'y a pas La Réunion. Je me dis, bon, allez, dans l'océan Indien, Maurice. Maurice, non. Bon, allez, Madagascar. Madagascar, non. Comores, non. Mayotte, non. Moi, je ne vais pas regarder non plus aux Seychelles. Moi, je rigole. Mais je commence à regarder vraiment dans l'océan Indien. Et en fait, je vois qu'il n'y a rien. Je suis à l'équipe, bon, vous savez quoi, bah, on va le créer cet événement. Il fait, vas-y. En plus, moi j'ai une équipe aussi folle que moi, tu vois. Ouais, c'est ça. On a l'équipe qu'on mérite. Ouais, on est d'accord. Ouais, donc ton équipe est à ton image. Ah, c'est ce qui explique tous les problèmes que j'ai en interne. Ouais, mon équipe est à mon image. Non, mais voilà, et donc en fait, le truc, c'est que, bah, tu vois, quand on veut créer le Some Days, on ne sait pas du tout par où commencer. On sait juste qu'on veut créer un événement. En fait, le truc, c'est que déjà, en fait, on se dit quoi? Déjà, ce qui nous motive, j'avoue, moi, ce qui me motive de ouf, c'est que je me dis, je vais créer le premier événement dans l'océan Indien, dans ce domaine-là. Donc, je me dis, j'ai pas le droit de me rater, entre guillemets. Mais quand je dis, j'ai pas le droit de me rater, c'est pas dans le sens où j'ai pas le droit de faire des petites erreurs. Hein. Il faut que le truc, il claque. Il faut que ça soit une vraie marque, il faut que ça soit un vrai branding, tu vois ce que je veux dire? Et donc, on se prend la tête sur le nom. Donc, finalement, d'ailleurs, tu sais pourquoi Some Days ou pas? Non, du tout. SO pour social, ME pour media. Social Media Days. La vérité, combien de brainstorming avant de trouver le frère, nom? Des nuits. Au début, c'était digital marketing, event, je sais pas, digital run, tu sais, des trucs, bref. Après, je fais, mais non, vas-y, ça claque pas, ça. Ouais. Tu sais, je me dis, pas que tout le monde aurait pu trouver ça, mais il faut un truc. Et un jour, je sais pas, Dieu, il m'a fait, fiou. Tu sais, comme dans les dessins animés, là, tu vois, tu sais, éclair. Ouais. Et mais attends, mais social media, Some Days. C'est limite, le mec, il se, tu sais, lui-même tout seul, tu vois. Autocongratulation. Mais en même temps, je me dis, mais est-ce que les gens, ils vont vraiment kiffer? Parce que Some Days, les gens, mais bon, bah voilà, après, je me suis dit, on adhère écoute, on lance le truc, on crée tout le branding, le machin, on lance ça en 2020, Covid. Bam. C'est-à-dire le mec, il est là en termes de motivation, il est là en termes de trucs qu'il veut faire. On trouve les speakers, on fait la com, etc. Il y a des gens qui commencent à s'inscrire de Madagascar, de Mayotte, etc., de La Réunion aussi. Parce que du coup, il y a déjà eu les inscriptions et tout. Et, voilà. Et en fait, je crois que le confinement, il arrive 2 semaines après qu'on ait lancé la communication, enfin le début en tout cas des réservations en tout cas. Ouais, donc en 2020 quoi. Donc 2020, Covid. 2021, on n'a pas voulu le faire parce que masque, tout ça, je voulais pas d'un événement avec des masques. 2022, passe sanitaire, je sais pas quoi, vas-y, je voulais pas faire un truc où il fallait demander aux gens d'avoir un passe sanitaire ou je sais pas quoi. Et donc 2023, première édition, on arrive à la faire. Et on a Absatoussi aussi qui vient donc en tant que guest. Et franchement, on a super kiffé. Les gens, en tout cas de ce que j'ai compris, ils ont beaucoup apprécié aussi. Et franchement, c'était éreintant. Ouais. Je ne vais pas te cacher, parce que faire un événement comme ça, il ne faut pas croire, mais c'est un truc de malade en termes de travail. Physiquement, mentalement. Mais parce qu'en plus, on fait. Enfin, quand je dis qu'on fait ça artisanalement, c'est dans le sens où on est, mine de rien, en fait, on est une petite agence. Hein. Ouais. Donc faire un événement comme ça à La Réunion, mais en fait, c'est un travail de malade, c'est un travail titanesque. Vraiment, en termes de trouver les speakers, trouver la salle, booker, faire tout ce qui est communication. Et c'est quoi l'objectif en vrai derrière les Some Days? L'objectif, c'est de faire kiffer les gens. Encore une fois, en fait, moi, comme je te disais, le but premier, toujours, c'est de me dire, OK, comment je peux créer un événement? En fait, c'est la même chose que tout à l'heure, ce que je te disais. Comment je peux créer un événement où je kifferais participer? Ou toi-même en tant que... Ouais, j'aime bien. Ou moi-même... En tant que spectateur, j'aurais aimé être là. Voilà, ou moi-même en tant que spectateur, je sors de cet événement-là, je me dis, non seulement j'ai kiffé, j'ai rencontré des personnes super inspirantes ou intéressantes, etc. Et en plus de ça, j'ai appris des choses qui vont pouvoir me servir dans mon business ou dans ma carrière ou dans mes études, parce qu'il y a aussi des étudiants qui viennent.
Tu vois? Donc c'est comme ça qu'en fait que j'ai imaginé en tout cas l'événement. Et quand on a l'ambition de créer un projet comme ça, comment on trouve les sponsors? Comment on trouve? Parce que sur la deuxième édition, il y a Orange, il y a des gros noms qui sont sur l'affiche. En fait, c'est très simple. Première édition, il n'y a pas de sponsor. Première édition, c'est que ta poche. C'est ta poche ton sponsor. Ta poche, c'est ton premier sponsor. Et après, ta poche, à un moment donné, elle se trouve. Non, première édition, en fait, je vous le dis, il n'y avait pas de sponsor. En fait, on a fait tout en fait avec nos fonds propres. Okay. Tout avec les fonds propres d'Abaré Média. Et en fait, comment on fait ça? C'est que, donc forcément, tu dois booker la salle. Donc après, tu as toute la partie logistique, etc., etc., etc. Et non, tu n'as pas de sponsor. En fait, ce que tu te dis, c'est que après, tu as les entrées parce qu'en fait, c'est un événement. Voilà. Tu as les entrées qui te permettent de combler un peu. Tu as les entrées qui permettent de combler un petit peu. Comment tu les attires alors, les grandes marques, tout ça? Comme Orange, par exemple. Orange, en fait, c'est une... je ne vais pas dire que c'est une longue histoire. En fait, si tu veux, Orange, à la base, pour vraiment te raconter les dessous en fait, de ce sponsoring-là, en 2020, quand on devait faire le Some Days, la première édition, ouais. J'avais rencontré le directeur marketing de l'époque de chez Orange Réunion, qui s'appelle Jérôme Ferrari Fromager, un truc comme ça. On avait super bien sympathisé et il avait kiffé le Some Days. Et en tout cas, il avait kiffé le concept. Et le truc, c'est qu'en fait, il me dit, écoute-moi Nakash, moi, ce que je te propose, je sponsorise, en tout cas, je suis sponsor du Some Days et j'ai même envie de te proposer qu'on travaille sur une campagne de communication avec Orange et Abaré Média. Et après, on vient la présenter en fait lors du Some Days. Mais il y a eu le Covid. Ouais, mais du coup, c'est top. Du coup, c'est vraiment le concept qui a attiré les marques. C'est le concept qui a attiré en tout cas Orange, en tout cas à ce moment-là. Et en tout cas en 2020 avec lui. Et le truc, c'est que donc, quand en 2023, on a voulu refaire, on voulait faire la première édition finalement, puisque là en 2020, ça n'a pas pu se faire, je recontacte Orange, mais on va dire que, alors comment je peux dire ça de manière diplomate, je suis tombé sur, alors non pas la direction, mais sur un des salariés de chez Orange, qui n'était pas chaud. Qui n'était pas chaud. Ou en tout cas, c'est même pas qu'il n'était pas chaud, c'est qu'en fait, pour lui, il y avait d'autres priorités à ce moment-là. Peut-être aussi. Sauf que, finalement, en parlant en fait avec la direction de chez Orange après, en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient même pas au courant en fait que ce mec-là avait dit ça. Mais bref. Parce que c'est quoi qui m'intéresse là-dessus, c'est que tu vois souvent les jeunes et tout, on essaye de créer des gros événements et tout. Et j'avais posé la question à un autre invité qui s'appelait Canon, qui fait des festivals internationaux, et il me disait les marques, c'est pas toi qui vas les chercher. Tu crées un concept, tu te concentres sur ton concept, t'en fais pas, les grandes marques, elles viendront. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision-là? Ou vraiment c'est toi qui vas chercher tes partenaires? En fait, après, le truc, c'est que je peux être d'accord avec lui, mais en fait, à un moment donné aussi, moi, je pense que moi, c'est aussi ma façon de penser, c'est qu'à un moment donné, il faut se donner aussi un coup de pied au cul. Aller quand même taper aux portes. Et après, en fait, le truc, c'est que tu tapes à la porte, mais par contre, viens avec un vrai truc. Hein. Ouais. Parce que si tu viens avec un pseudo Some Days, je touche même pas la poignée de la porte. Ouais, c'est ça. Tu vois? Non, je tape à la porte si vraiment je suis confiant, en fait. Si je suis sûr de mon truc, si je trouve que mon truc, il claque, sa mère, excuse-moi. non. Si je trouve qu'il claque, tu vois. Faut porter ses couilles, faut y je aller. Me dis, vas-y, je leur en parle. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que s'ils disent non, c'est pas grave. Tu vois? Dans le sens où s'ils disent non, au moins t'as demandé. Non, ça coûte pas cher, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, si tu attends, entre guillemets, pour moi, après, c'est mon truc. Si tu attends que les gens viennent, des fois, tu peux attendre longtemps. C'est ça. Tu vois? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il en existe des événements. Tu vois? Mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu as un concept de qualité, avec un produit de qualité, et que tout le monde n'est pas forcément obligé d'être au courant de tout ce qui se passe à La Réunion ou même je sais pas où, si tu vas leur présenter ça, et que ton truc il claque, tu as quand même beaucoup plus de chances qu'ils disent oui que non. Tu vois? Ouais, c'est comme ça que je me suis dit les choses. Donc voilà, moi je préfère en fait avoir ce truc-là. Et pour finir sur le Some Days, forcément, alors à quand la 3e édition, et qu'est-ce que tu nous prépares? Inch'Allah 2025. Ce que je vous prépare, je te le dirai pas. Surprise, soyez là l'année prochaine. Bon, déjà, il y a une 3e édition, c'est sûr. Soyez là l'année prochaine. Il y a une 3e édition. Si Dieu veut, en tout cas, il y a une 3e édition. En tout cas, on se prépare pour ça. Tu vas nous vendre du rêve encore, tu vas nous faire un truc de dingue. Je sais pas, on verra. Non, rendez-vous 2025 voilà. Du coup. Rendez-vous 2025. Tu seras là? Sûr.
Les 2 jours. Inch'Allah, je suis Les là. 2 jours. Les 2 jours, je suis là. Les 2 jours, je suis là. Tu seras pas malade le deuxième jour. Mais pas le deuxième jour, la fête des mères. Non, je sais. Il y avait compétition, maman, Sunday, c'était chaud. Non, c'est clair. Non, j'avais pas le choix cette année de le mettre ce jour-là. Ok, nice. Après, j'ai passé sur plein de questions un peu marrantes, tout ça. Vas-y. Mais avant de passer sur les questions plutôt gauleries, je voulais te demander si le Nakash d'aujourd'hui, ok, pouvait parler au Nakash d'il y a 20 ans. Oula. Il lui dirait quoi? C'est une vraie question, ça. Il lui dirait quoi? Que ça concerne l'entrepreneuriat ou la vie, si aujourd'hui tu pouvais faire un petit voyage dans le temps et parler au toi d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi? En gros, ce que je lui donnerais comme conseil un peu? Comme conseil, comme phrase, je sais pas ce que tu aurais envie de dire à toi-même. C'est introspectif comme question. Bah, en fait, ce que je lui dirais, comme je te le disais, alors en fait ouais, je lui dirais quand même pas mal de choses. En fait, je lui dirais un truc du style, fais tout ce que tu peux, tu vois, donne-toi les moyens, en tout cas pour y arriver, mais le résultat, c'est pas entre tes mains, tu vois. Mais par contre, donne-toi vraiment tous les moyens. Tu prends pas Dans la le tête sur le sens, résultat. dans le sens en fait où n'aie pas de regret, tu vois. N'aie pas de regret où tu te dis en fait à la fin, ouais, je me suis pas donné à fond, tu vois, j'ai pas fait le maximum. Et si tu te donnes, en tout cas si tu donnes le maximum de toi, en tout cas si tu as l'impression d'avoir donné le maximum et que le résultat il n'est pas comme ce que tu avais pensé, c'est que c'était pas fait pour que ça arrive. Du coup, c'est Donc en l'action, fait, l'action. donne-toi les moyens, fais tout, mais le résultat il n'est pas entre tes mains. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, entoure-toi de personnes de qualité. Entoure-toi de personnes de qualité qui ont les mêmes valeurs que toi, ou en tout cas qui ont des valeurs humaines, morales. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 personnes en tout cas autour de toi. Privilégie la qualité à la quantité. Concernant ton entourage. Ouais, concernant ton entourage, parce qu'en fait l'entourage, il est primordial pour la réussite, en tout cas dans la vie et dans les affaires. Mais sincèrement. Tu dirais qu'il y a une partie de ta réussite qui est liée à ton entourage. C'est obligatoire, bien sûr. Bien sûr. N'arrête pas d'apprendre. N'arrête pas d'apprendre. Dans le sens où, aujourd'hui en plus, comme je te disais, avec les réseaux sociaux, YouTube, les livres, machin, quand je dis n'arrête pas d'apprendre, tu n'es pas obligé de lire un livre par jour, c'est pas ça que je dis. C'est ne serait-ce qu'un jour, enfin une fois par jour, en tout cas, tu peux apprendre. Et même, je vais même dire un truc en fait, c'est que moi, par exemple, en étant ici avec vous, avec ton équipe, etc., moi j'apprends. Tu vois, n'aie pas peur de te dire aussi que tu peux apprendre d'un enfant de 6 ans. Tout le monde peut t'apprendre quelque chose. Que ça soit une personne âgée de 85 ans, comme un enfant de 6 ans, il peut t'apprendre un truc. Et cette humilité de se dire que tu ne connais rien, entre guillemets, dans le sens où tu as tout à apprendre en fait dans cette vie. Tu vois. Et donc n'arrête pas d'apprendre, que ça soit dans la vie, que ça soit dans les relations, que ça soit dans le business. Autre chose, prends soin de toi. Tu parles physiquement, prends soin de toi mentalement, physiquement, spirituellement. En tout cas, ça c'est très important pour moi. Fais du sport, mais tu sais, des trucs basiques entre guillemets. C'est-à-dire, quand je dis des basiques, c'est que après tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, prends soin de toi dans le sens où fais de l'activité, fais attention à ce que tu manges. Moi aujourd'hui, je me prends énormément la tête entre guillemets sur l'alimentation, par exemple, quelque chose que je ne me prenais pas la tête avant. Tu vois, donc alimentation, santé, bien-être mental, etc. Donne-toi des temps de repos, tu vois, parce qu'en fait, le truc c'est que, ok, travailler dur, c'est bien. D'accord. Mais en fait, pour travailler dur, il faut à un moment donné aussi que la batterie, en fait, elle se recharge. C'est ça. Tu vois, parce que sinon, tu es en surchauffe. À un moment donné, c'est pas possible. Oui. Tu vois, et puis le but, c'est pas d'avoir un patron ou un chef d'entreprise qui, au bout de 3 semaines, ça y est, ou même 3 ans, pardon, il est usé. Il est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau. Non, en fait, il te faut des temps de repos et essayer quand même, en tout cas, d'avoir des moments, c'est très important quand même, que ce soit pour toi ou même pour eux, avec ta famille. Pour avoir vraiment je ne vais pas dire un ratio, parce qu'il n'y a pas un ratio parfait en fait. Il n'y a pas un ratio de oui 50-50. Ça c'est une utopie. C'est une utopie d'ailleurs. Moi je pense d'avoir un ratio 50-50. Le délire équilibre parfait, travail, vie perso. Non, par contre, le truc, ce qui est, en tout cas ce que j'essaye de faire, c'est que quand je travaille. Quand je suis avec ma famille, je suis avec ma famille. J'essaye en tout cas. Je ne te dis pas que j'y arrive tout le temps. Attention, je ne suis pas parfait. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que je tends à essayer de faire. En tout cas, tu vois, je suis en vacances. Même si encore aujourd'hui, j'ai encore un peu le business qui est dans la tête. Pardon, mais
Tu sauves pas des vies, moi non plus. Enfin, à un moment donné, des fois, je dis ça. Enfin, je réponds pas au téléphone pendant 1 heure, personne mourira. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Il y en a, ils croient mourir, Sauf si t'as une équipe qui est... Non, j'adore. Alors... en apnée. En apnée. Vas-y. Yana. Ah. Bon, des questions un peu rigolotes. Dis-moi. Chat ou chien? Chat. Pourquoi? J'ai un chat à la maison que j'aime beaucoup et je suis plus chat que chien. Ok. Non, trop facile. J'allais dire Kobe ou Jordan. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Mais t'es sérieux, toi? Kobe ou Jordan? Mais toi, te pose la question. Non, attends, j'en trouve un. Coupé, c'est bon, emballé, pesé, on y va. Parce que moi, je préfère Kobe, perso. Non, je préfère Kobe. Je préfère Kobe. Je préfère Kobe. Du coup, Kobe ou Jordan? J'ai besoin de te répondre là. Jordan. Rogaille saucisse ou mafé? Pardon la réunion, pardon, je suis désolé. Non, rogaille saucisse avec saucisse de poulet, halal, tout ça, c'était très bon. Hein. Mais mafé, excusez-moi, mais non, mafé. Je suis désolé, pardon, pareil. Non, mafé, je suis désolé. Non, mafé, c'est... Faudra pas nous tuer en commentaire. Non, mais... désolé la réunion, hein, mais franchement... À checker poisson, pardon. Non, mafé. Si tu pouvais inviter n'importe qui, vivant ou mort, à dîner, t'inviterais qui pour parler business ou vie? Tu peux inviter quelqu'un, n'importe qui, vivant ou mort, pour pouvoir lui parler. Vivant ou mort, pour parler business? Ouais. Non, alors, tu sais quoi, à mon avis, je vais donner une réponse qui va peut-être étonner plus d'un. C'est une personne qui est morte. C'est le prophète de l'islam, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais pourquoi? Lui parler business? Ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce qu'en fait, en plus d'être une figure spirituelle emblématique, etc., ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'était un homme d'affaires et un leader exceptionnel. Stylé. Dans le sens où, en fait, avant même... En tout cas pour ceux qui, entre guillemets, qui s'intéressent un petit peu en tout cas à son histoire, par exemple, en fait, avant même qu'il ait la révélation qu'on connaît, c'était un commerçant en tout cas très apprécié, tellement apprécié en fait de par ses pairs, parce qu'en fait il avait une éthique, en fait il avait une sincérité, il avait une loyauté, une honnêteté en fait dans les affaires, qui faisait qu'en fait tout le monde en fait lui avait donné en fait un surnom, c'était Al-Amin. Al-Amin en fait en arabe ça veut dire en fait la personne qui est digne de confiance. Et en fait moi vraiment j'aimerais en tout cas parler business avec lui pour lui demander comment aujourd'hui en 2024 on pourrait mettre toutes les valeurs morales, éthiques, sincères, etc. qui nous manquent aujourd'hui en tout cas en 2024 dans les affaires, dans le business. Comment faire pour surmonter tous les défis, les épreuves, parce que lui, il en a eu des... Bref. Ouais. Et vraiment, en tout cas, voilà ce que je lui poserais. En tout cas ça serait lui. Ah, c'est stylé. J'aurais jamais pensé à Mohamed, mais j'avoue, ça aurait été une discussion incroyable. Si tu étais un personnage de série ou de manga, tu serais lequel et pourquoi? De série ou de manga Ou de film? Ah ouais, mais là, en fait, après, là, le truc là, c'est qu'en fait, moi, je kiffe ce film. Mais Vas-y. Non, en fait, moi, je kiffe le parrain. Le parrain? Ouais. Le parrain, ouais. en fait, énervé quand même. Je kiffe le parrain. Je sais que c'est un film de ouf, mais en fait, tu sais, c'est quoi? En fait, je kiffe la série. En fait, alors, pas le... Attends, il y a combien de... Parce que je crois qu'il y a le parrain 1, 2... Non, le 3, il est un peu bof. Je crois qu'il y en a 3. Ouais, je crois qu'il y en a 3. Mais en fait, moi, ce que je kiffe, c'est Marlon Brando dans Le Parrain. Mon gars, tu sais, avec la chanson là. Pourquoi tu serais ce personnage-là? Je kiffe son charisme, gars. Le charisme? En fait, le charisme du gars, tu sais, quand il fait... Cogno. Tu sais, avec les trucs qu'il a en plus, tu vois. Il a un truc, tu sais, en plus avec la chanson. Le respect, tu sais, le gars, il rentre dans la pièce et mon tout. gars, quand tu le vois, tu le respectes. Ouais. Tu vois? C'est juste pour ça, en fait. Bon, après, tout ce qu'il fait dans la série, bon, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On peut Ça, pas c'est autre chose, voilà. C'est pas validable. C'est pas très compatible avec ce que je viens de dire avant, là, mais bon. Mais en tout cas, comme personnage, ce serait Ouais, stylé. je sais pas, je kiffe bien. Si tu devais changer de métier, ce serait pour devenir quoi? Changer de métier? Ouais. Waouh, putain, je me vois pas faire autre... putain. Quoique, attends, changer de métier... Peut-être avocat. Ah? Ouais. C'est marrant, avocat, j'aurais pas pensé. Pourquoi Alors, avocat? peut-être avocat, alors. Pourquoi? Parce que je kiffe parler. Ok. Et en fait, j'aime bien en fait, les gens qui sont éloquents. Tu vois? D'accord. Je kiffe l'éloquence, je kiffe en fait les personnes qui savent bien parler, bien argumenter, etc. D'où le Alors, parrain. Je sais que, ouais, peut-être, je sais pas. Alors, je sais que le métier d'avocat, c'est pas que ça. D'ailleurs, je crois, de ce que j'ai compris, c'est 90% ça se passe au bureau.
Mais tu sais, faire des plaidoiries, etc., machin, tu sais, défendre... Après, c'est vrai que des fois, tu n'es pas là qu'à défendre que des innocents. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, j'aime bien en fait cette image-là de l'avocat. À l'américaine un peu? Ouais, forcément, tu sais, je sais pas oui. Bah, après, je sais même pas s'il y a des films français avec des avocats dedans. Oui, enfin, pardon, sans manquer de respect aux films français, Ouais, les avocats américains sont plus stylés. Pardon. Oui. Est-ce que demain, tu pourrais te faire remplacer par une IA? Si qu'on me remplace, toi. ça va pas quoi. Pourquoi tu peux pas te faire remplacer par une IA? Unique. On peut pas te coder? Non. Non, mais même, en fait, non, après, blague à part, en fait, j'ai du mal, entre guillemets, pas avec l'IA, parce que les IA, c'est super intéressant, et ça, pour moi, ça reste un outil. En fait, ça reste un outil qui est super intéressant à utiliser dès lors que ça peut t'aider, en fait, à accroître ta productivité, une rédaction, un site internet, bref, pour plusieurs choses. Par contre, j'ai vraiment du mal à partir du moment, en fait, où ça fake un peu le côté humain. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi j'ai du mal avec ça. C'est même pas que j'ai du mal, c'est que je déteste. À partir du moment en fait, où on fake en fait les gens en mettant une IA qui est censée remplacer en fait un être humain, je kiffe pas. Perso, je kiffe pas. Ok. Désolé si je passe pour un boomer ou j'en ai rien à foutre. Et la dernière question, enfin l'avant-dernière question un peu what the fuck. Tu préférais quoi comme cadeau entre une paire de Jordans portée par Jordan en personne ou... Attends, il y a vraiment un ou après ça? ou une Bugatti Paire de Jordan. portée par Jordan en personne. Ouais. Genre l'une des paires de Jordan portées en Paire 96, de Jordan, 17, 18. Paire de... Alors regarde, je te dis, Bugatti, j'en ai rien à foutre. Même si je pourrais la prendre et la revendre. Mais je suis sûr d'une chose. Une paire de Jordan, vraiment portée par Jordan, je peux la laisser chez moi déjà. Et à un moment donné, si je suis vraiment en galère, je suis sûr que je la vends plus cher que la Bugatti. Ok. Vas-y, chaud. Ah, on testera dans les commentaires si c'est d'accord ou si c'est pas d'accord. Dites-moi. J'aurais tendance à dire ouais, vas-y, d'accord. Dites-moi. Vas-y, dernière question. Venir chez Skydo TV ou pas venir chez Skydo TV? Ah, mais direct. Franchement, super bon accueil chez Skydo TV. L'équipe qui est derrière là, franchement incroyable. Bon, en plus, on est arrivé en retard, désolé. Mais on a très bien mangé, un petit thé. Tout le monde là est derrière, vous les voyez pas. Il y en a même une là qui est pieds nus, etc. Tranquille. Ça dénonce. Ça dénonce. Bon, j'ai pas dit qu'on était en train de sentir là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Désolé Léa, désolé. Bon, mais frérot, t'as compris, on arrive à la fin de Ouais, l'interview. merci en tout cas. Franchement, c'était cool de ouf. Immense. Tu nous as partagé plein de trucs sur l'entrepreneuriat, le mindset, sur ton histoire et tout. Et voilà, un grand, ça va intéresser grand les gens. merci. Merci mon pote.